Pour cette seconde partie de Toujours debout, et comme tous les mardis soirs, c'est l'heure de la chronique de Bélir, votre programme hebdomadaire avec Bélir Nabli, professeur des universités en droit public et cofondateur de Chronique, un collectif engagé dans le débat public, également auteur de multiples ouvrages dont L'État, droit et politique aux éditions Armand Collin et Relations internationales aux éditions Pédone. Une fois par semaine, Bélir Nabli nous livre son expertise sur la politique nationale et internationale dans cette émission qui analyse sans détour deux faits majeurs d'actualité avec la rigueur du droit. Et au sommaire de cette émission, Dominique de Villepin vise-t-il l'Élysée en 2027 ? L'ex-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, s'illustre depuis plusieurs mois par ses interventions médiatiques magistrales, des prises de position à rebours de la politique étrangère d'Emmanuel Macron, principalement sur Gaza, où il défend une position alignée sur le respect du droit international et de la dignité des Palestiniens. À mesure que la popularité de Dominique de Villepin grimpe toujours plus haut, l'hypothèse d'une candidature à la présidentielle de 2027 commence à poindre le bout de son nez. Est-il vraiment le présidentiable qu'une partie de l'opinion, même à gauche, veut nous vendre? On en parle dans cette émission. Il sera également question de Gaza, cette actualité qui a un peu passé inaperçue, éclipsée par les péripéties politiques des dernières semaines en France et à l'international par la chute du régime Assad. Une enquête d'Amnesty International consignée dans un rapport de 300 pages et menée depuis plusieurs mois et qui conclut qu'Israël commet effectivement un génocide à Gaza. Sur quels éléments repose-t-elle ? Nous y reviendrons également. Salut Bélir. Salut. Alors on parle de Dominique de Villepin, c'est le sujet de cette carte blanche, je le disais. Dominique de Villepin qui se positionne donc de plus en plus comme un sérieux prétendant à la succession d'Emmanuel Macron. L'ancien ministre de droite, âgé aujourd'hui de 71 ans, fait entendre une voix qui semble plutôt avoir disparu, je dirais, dans son camp politique d'origine, un gaullisme social aux antipodes des positions actuelles des Républicains. Et désormais, il assume vouloir passer à l'action pour une prochaine échéance électorale. Écoutons ce qu'il disait samedi soir dans l'émission C'est l'Hebdo sur France 5. Est-ce que vous pourriez carrément aller à la présidentielle, puisqu'on était tout à l'heure dans le scénario d'une présidentielle anticipée, est-ce que vous vous préparez carrément à être candidat l'année prochaine ? C'est encore trop tôt. Mais aujourd'hui, je mène le combat des idées. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Et avec qui, une fois de plus ? Et est-ce qu'il faut le faire seul ou avec quelqu'un d'autre ? Moi, j'ai toujours privilégié, et mon histoire en témoigne, le fait de servir quelqu'un. Je l'ai fait avec Jacques Chirac. Servir quelqu'un, je me suis engagé pour et avec Jacques Chirac. Quand Jacques Chirac est parti, je suis parti. Et je n'ai jamais voulu revenir. Aujourd'hui, c'est notre pays qui est en cause. Aujourd'hui, on ne peut pas être économe ni de son temps, ni de son énergie, ni de ses idées. Alors, Bélir, Dominique de Villepin, présidentiable, probablement futur candidat à la présidentielle de 2027, tu y crois ? Ce qui est clair, c'est que l'envie est là. Dominique de Villepin a envie de s'engager en vue de l'élection présidentielle de 2027. Et si cette envie existe, c'est pas parce qu'il est irrationnel. C'est un animal politique, il analyse la situation. Mais notre situation, elle est caractérisée par une crise. Mais une crise globale, une crise politique franco-française et une crise mondiale qu'on peut vérifier sur l'échiquier international. Et donc ce moment historique associé à l'idée de crise qu'on ressent, on n'a pas besoin d'être soit un grand stratège, soit un philosophe du politique pour concevoir l'idée même qu'on vit un moment de crise. Non, on le ressent dans notre chair presque et notre âme. Eh bien lui, c'est un homme qui correspond précisément à ce type de séquence historique. Pourquoi ? Parce que, tu l'as dit, alors, il s'inscrit dans la grande famille dite gaulliste, mais je dirais même plus précisément, c'est un bonapartiste. Il croit finalement dans la figure de l'homme providentiel, celui qui nous sauvera ou sauverait, et avec notamment la fougue de celui qui croit dans la volonté, dans le volontarisme politique. Et c'est vrai que cette idée-là, finalement, c'est ce qui manque aussi en partie sur l'échiquier politique. Mais moi, c'est ce que je
c'est ce que je retiens, c'est que finalement, ce sont les circonstances qui font que lui-même y croit, et non pas sa personnalité que l'on connaît déjà. Je veux dire, ce qu'il représente, on l'avait à l'esprit, on tendait à l'oublier, mais on sait qui est de Villepin. Ce sont les circonstances. Le fait que, d'un point de vue de l'échiquier politique interne franco-français, on a une offre politique faible, en particulier à droite, dans la mesure où la droite classique, la droite parlementaire, la droite qui théoriquement s'inscrit dans cette famille gaullienne, ou gaulliste plutôt, est finalement absorbée par les idées d'extrême droite. Mais plus globalement, on vit une crise, tu le disais, c'est un peu de l'opportunisme politique. Il profite quand même d'une impasse dans laquelle se situent absolument tous les bords politiques aujourd'hui, à l'exception peut-être parce que de manière spécifique, le RN a connu une progression, mais tous les bords politiques classiques sont dans le dur, globalement. Oui, et ils profitent aussi de cette impasse politique. Oui, mais justement, ça nourrit d'autant plus la figure de l'homme providentiel. Tout le monde nous dit que ce qui nous attend, finalement, c'est l'extrême droite au pouvoir en 2027. Lui, précisément, il va tenter de jouer la carte de l'homme providentiel, celui qui pourrait nous sauver de cette perspective. Et s'il peut se permettre d'incarner une telle alternative, c'est parce qu'encore une fois, l'offre politique autre que le RN, elle est faible. Elle est faible, elle est faiblement incarnée, ou elle est faible d'un point de vue programmatique, ou parce qu'elle est, lorsqu'elle existe, elle est éclatée, etc. Et donc, c'est ça qu'il essaye d'exploiter, c'est ce sentiment de vide, même si ce n'est pas les candidats qui manquent, on le sait. Mais il n'empêche, on n'a aucun pour l'instant qui a plié le match, si j'ose dire, qui s'impose naturellement, si ce n'est peut-être Jean-Luc Mélenchon au sein de LFI, où il n'y aura pas de débat s'il est candidat. Mais au-delà, on voit bien que des luttes fratricides s'annoncent, mis à part également à l'extrême droite, où Marine Le Pen, sauf surprise, sauf condamnation, et donc inéligibilité, devrait également s'imposer. Oui. Mais sinon, voilà, il y a un espace politique à conquérir, parce qu'encore une fois, le gaullisme, c'est un syncrétisme, et il pourra essayer de tenter à la fois la gauche et la droite, sans reprendre le slogan macroniste. Justement, j'ai presque l'impression que tu parles de Macron 2017, là, quand tu dis qu'il y a un espace politique, que les partis traditionnels sont fragilisés. On sait aussi, et on peut le dire aussi, que Dominique de Villepin ne correspond aujourd'hui ni à la gauche telle qu'on la connaît dans son entièreté, ni à la droite telle qu'on la connaît aujourd'hui, dans son état actuel. Oui, tu as absolument raison. Il y a d'un point de vue, je dirais, de la situation politique française, quelque chose qui nous renvoie finalement à 2017, avec un météorite, même s'il était soutenu, c'est pas la meilleure impulsé, comparaison pour lui, oui, d'ailleurs. Mais sans soutien partisan, a priori, sans structure, sans parti à son service, a priori. Et on retrouve ce schéma pour Dominique de Villepin. Mais il y a une différence importante. Dominique de Villepin représente quelque chose par-delà la France et pour les Français. Et ce quelque chose, c'est ce qui manque en partie aux Français. C'est notamment ce sentiment d'une certaine idée de la France. Beaucoup de Français aujourd'hui ont presque honte de ce qu'on peut représenter eu égard à ce qu'on représentait. Notamment le fait que la France était la parole du droit international, d'une forme d'équilibre lorsqu'il y avait des conflits, une voix également qui pouvait s'arroger le privilège de parler au nom des plus faibles, du tiers-monde parfois, même si on n'oublie pas son statut d'ancienne puissance coloniale. Mais la France avait réussi cela, notamment grâce à la voix et la figure du général de Gaulle. Et c'est ce qu'on a également perdu, et c'est l'un des éléments les plus négatifs, je dirais, du bilan diplomatique d'Emmanuel Macron. Il y a le capital symbolique qu'on a énormément perdu durant désormais ce septennat. Illustré par ce plateau il y a quelques semaines entre Dominique de Villepin et Elisabeth Borne, où on voyait clairement la différence de stature en termes de diplomatie et de connaissance même des donc, dossiers. Du fait de ce qu'il représente,
depuis en particulier son discours au Conseil de sécurité de l'ONU et de son expérience. Et vu son expérience, effectivement, il y a quelque chose là qui est susceptible d'être comblé, un vide qui est susceptible de combler, mais qui ne suffira pas. On pourra également revenir sur le vide qui peut également l'habiter. Il y a un certain nombre d'interrogations sur sa personne, sur ce qu'il pourrait faire, réaliser d'un point de vue économique et social, parce que d'un point de vue de l'ADN politique, il vient malgré tout de la droite. Est-ce que malgré tout, il serait susceptible de réaliser ce que les communicants appellent la triangulation, c'est-à-dire chercher des gens de gauche pour les attirer vers sa personne, c'est tout l'enjeu. On en parlera parce que je sens déjà un peu bouillir les personnes qui nous regardent et qui n'oublient pas qu'on parle quand même d'un homme politique de droite avec des idées de droite qui a mené une politique de droite dans ce pays. J'aimerais quand même qu'on entende une autre de ces prises de parole où il ne retient pas ses coups finalement quand il s'agit de taper sur le macronisme, sur le socle commun. Pour lui, le macronisme est même tout simplement épuisé. Écoutons-le. Alors, je pense que le macronisme est épuisé. On le voit depuis plusieurs années. Il est épuisé et la tentative d'Emmanuel Macron répétée pour continuer à se placer au centre du jeu politique, y compris en inventant une nouvelle méthode, montre qu'il n'a jamais renoncé à incarner ce macronisme, un macronisme intrusif qui domine le jeu politique. Alors, il est épuisé à la fois sur le plan des principes, d'abord parce que le macronisme n'a jamais eu de principe. Et c'est en ça que le macronisme est un opportunisme et ne sera jamais un gaullisme. Il n'y a pas de principe qui fonde le macronisme. Et il change d'avis comme de chemise. Le en même temps est une façon d'être partout présent selon les segments télévisés et selon les différentes franges de l'électorat. Dominique de Villepin qui se pose presque en antithèse du macronisme ou d'une certaine vision du macronisme. Est-ce que c'est le curseur de la droite qui s'est trop déplacé à sa droite, à sa propre droite, c'est-à-dire à l'extrême droite, pour que finalement il paraisse, lui, comme un personnage raisonnable sur la scène politique? Est-ce que lui, il est resté fidèle à son logiciel politique? Alors, tu as absolument raison de souligner cet aspect. C'est-à-dire que lorsqu'il parle de la fin du macronisme, c'est une manière aussi de montrer que cette stratégie de communication auquel se réduit le macronisme est épuisée. Plus personne n'y croit. Et les paroles de toutes les figures macronistes sont devenues inaudibles. Elles ne portent plus. Et donc ça, c'est notable, parce qu'en politique, si on ne vous écoute plus, vous ne pouvez plus convaincre. Et donc, il a très bien saisi cela. Et l'autre aspect également, c'est qu'il faut garder à l'esprit qu'il a une idée en tête que d'autres ont en tête sur l'échiquier politique français. C'est la possible démission du président Macron. S'il s'impose autant dans l'arène médiatique, c'est parce qu'il voit bien que l'opportunité se précise et que si on a à l'esprit 2027, finalement, le calendrier pourrait s'accélérer. Et il le dit, on va l'entendre, il le dit, et il demande même presque en effet, oui, la démission d'Emmanuel Macron. Il lui demande d'acter, de prendre acte de la situation politique dans laquelle on se trouve. On l'écoute. Après avoir été désavoué déjà 3 fois par les Français, aux européennes, aux législatives, avec la censure de Michel Barnier, s'il y a un 4e désaveu, très honnêtement, la partie devient quasiment impossible pour Emmanuel Macron. Les dégâts de sa politique, les dégâts de sa conduite, c'est-à-dire les dégâts causés par sa personne à la France et d'une manière générale aux Français, font qu'il aura énormément de mal à assumer un tant soit peu sa charge. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'il devrait démissionner? Ça veut dire malheureusement que la question de sa démission sera posée. Elle se pose d'ores et déjà, et je pense que c'est une mauvaise idée de la poser aujourd'hui. Mais je pense qu'on arrive à un moment où le coût pour la France et le coût pour les Français fait que le président de la République, on ne lui demande pas d'être gaulliste, il ne l'est pas à l'évidence, mais on lui demande à tout le moins d'avoir un peu de dignité et de respect de la fonction. Parce que là, c'est la fonction, c'est les Français et c'est la France qui plonge. Vous, président de la République aujourd'hui, vous démissionnerez. Vous auriez déjà présenté votre démission. Je pense que comme gaulliste,
ça fait beaucoup de fautes de la part du président. Il est quand même le président de la République, de la Ve République, qui n'a jamais été capable de tirer une leçon de ses erreurs. Et qui a toujours pensé, comme au poker, qu'on pouvait se refaire. Il est comme ces joueurs intoxiqués qui croient qu'il peut tout regagner et même un peu plus. Je crois que la vérité, c'est de constater quand même les dégâts de la politique qui a été menée. Bélir, il n'y va pas de main morte. Les seuls qui ont un discours aussi virulent vis-à-vis d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est la France insoumise. Oui, avec quand même du côté de cette gauche radicale, une critique plus substantielle. C'est le programme, l'action politique qui est également visée. Là, on voit bien qu'il y a une focalisation sur la personne même du président Macron, de la part de Dominique de Villepin. Et en même temps, on peut s'interroger parce que la description, le portrait qu'il dresse est également celui qu'on aurait pu avoir à l'esprit à une certaine époque en parlant de Dominique de Villepin, qui est également un solitaire, un convaincu finalement d'une aura et d'une personnalité exceptionnelle qui est susceptible d'être emportée par l'hubris, etc. Donc attention à substantialiser, à nourrir un peu plus finalement la critique du macronisme qui ne se réduit pas à la personne du président Macron, mais qui est également une politique économique et sociale inégalitaire, qui en plus n'a même pas réussi à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés en termes également d'efficacité économique et commerciale. Je ne parle pas de l'état des finances publiques, etc. Donc il faut donner un peu plus de substance, je pense, quant à toute critique vis-à-vis du macronisme. Mais s'il s'en tient autant aussi à la personne même du président Macron, c'est parce qu'il sait bien que son point fort à lui, Dominique de Villepin, c'est lui, tout simplement, et qu'il incarne quelque chose, notamment, alors pour le coup, et c'est en creux dans le discours et dans la critique qu'il développe, c'est qu'il incarne quelque chose auprès des Français, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors des frontières nationales. Je pense qu'il a notamment à l'esprit l'ordre qui se dessine, l'ordre international qui se dessine autour du rapport de force. C'est la loi de la jungle qui, grosso modo, tend à s'imposer à nouveau sur la scène internationale contre l'idée même du multilatéralisme et du droit international comme source de régulation des rapports entre les acteurs. Et cette accélération de l'histoire, et à travers le retour de la loi de la jungle, d'une certaine manière, elle sera incarnée plus que jamais par la figure du président Trump qui va arriver au pouvoir. Et là, effectivement, face à une scène internationale où il y a finalement des figures essentiellement autoritaires, de Trump à Poutine en passant par Erdogan et Netanyahou, pour le coup, on a l'impression que le président Macron n'appartient pas à la même catégorie, premièrement, pour faire face, mais également d'un point de vue axiologique, d'un point de vue de ce qu'il représente. On ne peut pas dire qu'il puisse incarner une rupture, une alternative fondamentale. La preuve, c'est que depuis qu'il est à l'Élysée, il a toujours tendu la main, il a toujours prêté, il a systématiquement, en tous les cas, donner l'image d'aller vers ce type de personnalité, comme s'il y avait une attirance pour la figure de l'autorité chez ses interlocuteurs. Et là, pour le coup, Dominique de Villepin tranche. Il tranche parce que lui, il croit dans le multilatéralisme, il croit dans un autre ordre international qui accepterait cette reconfiguration qui incarnée par l'émergence d'un Sud global. C'est une expression, une notion, une représentation qui l'anime. Et là aussi, ça tranche avec la représentation du monde qui est mise en avant par le président Macron. Et donc, je pense qu'il va essayer de conjuguer, en tout cas, il aura intérêt à le faire, conjuguer finalement cette représentation du monde qu'il arrivera à incarner et qui fait d'une certaine manière du bien à beaucoup de Français, de gauche et de droite, des gaullistes comme des gens de gauche qui sont attachés à l'idée de solidarité internationale notamment. Et du point de vue interne, il y a aussi quelque chose à jouer de son côté en essayant d'incarner une certaine idée de l'État. Un État qui ne soit pas seulement réduit à l'idée de l'ordre, de l'autorité, mais aussi un État qui serait juste en ce sens où il ne serait pas au service
des plus forts, des plus aisés, etc. Alors, avec quelques nuances, et c'est peut-être là où nous ne serons pas d'accord, c'est que Dominique de Villepin, dans son passé politique, a fait preuve de cette figure, a été cette figure d'autoritarisme. On se souvient de sa gestion de la crise des émeutes, des banlieues en 2005, où il avait choisi de décréter l'état d'urgence, où il avait choisi d'employer la répression vis-à-vis des banlieues plutôt que le dialogue social, plutôt que des actions sociales fortes pour réduire les inégalités. Et pour moi, et je pense pour beaucoup de gens à gauche, il y a encore cet épisode-là, politiquement parlant. Politiquement parlant, il y a aussi le contrat première embauche, c'était lui le Premier ministre. Politiquement parlant, sur la scène internationale, même s'il ne lui a pas été directement imputé les bombardements en Côte d'Ivoire à Bouaké, puisqu'il était plutôt ministre de l'Intérieur, il y a le fait qu'il participait quand même à ce gouvernement. Il y a le fait qu'il a participé indirectement aussi à la chute du président haïtien et qu'il y a eu quand même un bilan positif, enfin négatif, bilan politique assez négatif de Dominique de Villepin. Est-ce qu'il y a une forme d'amnésie collective sur sa personne aujourd'hui ? Pas forcément, parce que d'une part, tous les faits avérés que tu rappelles très justement commencent à être un peu datés. Et je ne sais pas combien de nos téléspectateurs auront à l'esprit tous ces faits. Et eu égard notamment, encore une fois, à des circonstances vraiment exceptionnelles. Le monde dans lequel on vit n'est plus le même. Et c'est un homme qui correspond à un moment de crise, à un moment de rupture. Donc voilà, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, là où tu as raison aussi, c'est qu'effectivement, si le jour où il s'engage véritablement et qu'il n'a pas repensé ou qu'il n'aurait pas repensé sa représentation de l'ordre économique et social, là pour le coup, c'est clair qu'il refroidirait par la gauche, il refroidirait automatiquement, mécaniquement, l'électorat de gauche qui aurait pu être sensible à sa démarche. Donc c'est de sa responsabilité. Mais le piège me semble tellement béant je pense qu'il l'évitera. Toute la question étant de savoir comment il pourrait tendre la main à un électorat de gauche sans soutien des partis de gauche. Comment imaginer des structures de gauche le suivre, lui, l'homme quand même de droite, historiquement parlant. Là encore, je me dis que circonstances exceptionnelles, historiques, sont de nature à imaginer, j'allais dire le pire, pas forcément, parfois le meilleur, en tous les cas, l'imprévu ou l'imprévisible. Et en même temps, il ne faut pas basculer dans l'irrationnel, il faut rester rationnel et parler en termes de responsabilité. Et lui, sa première responsabilité, c'est peut-être d'être tout aussi clair et cohérent sur le plan économique et social que sur le plan de la parole internationale ou de sa représentation du monde. On sait très bien qui est Dominique de Villepin aujourd'hui. Du point de vue de sa représentation du monde, on ne sait pas ce qu'il pense finalement de la société française, des inégalités qui la fracturent et des solutions qu'il est susceptible d'apporter. Est-il un apôtre de la théorie du ruissellement, qui n'a aucun fondement, mais dont la droite libérale est naturellement friande? Quelle est sa politique fiscale, par exemple? On n'en sait rien. Exactement. Ce sont des questions qui comptent pour la gauche. Est-il mu par une volonté de répondre à l'impératif de justice fiscale, etc. Donc là, effectivement, il ne s'agit pas de signer un blanc-seing ou de sombrer dans une forme d'idéalisation précisément de la figure de l'homme providentiel. Non. On pointe juste le fait qu'il a un profil qui correspond aux circonstances. Il revient à lui de lever un certain nombre de doutes, d'interrogations, et de réussir à emporter la mise vis-à-vis
des autres animaux politiques qui l'entourent. Encore une fois, je ne sais pas quelle serait la réaction des responsables politiques de gauche face à cet animal hybride qui parle comme beaucoup à gauche et qui vient de la droite. Alors, mon sentiment est qu'il lui manque quand même un appui franc et solide d'une force et d'un bloc politique déjà installé dans le paysage politique. À droite, depuis 2011, c'est-à-dire l'année où il a quitté les Républicains, il y a eu beaucoup de changements. Les Républicains qui étaient UMP à l'époque, qui a été RPR avant, et depuis son retour en force médiatique, il n'hésite pas à attaquer les Républicains, comme dans cet extrait de juin 2023 où il était en train de faire en quelque sorte une critique assez cinglante du rapprochement entre LR et l'extrême droite. On l'écoute. Je crois que c'est une erreur stratégique. Ils perdront non seulement leur identité, mais leurs valeurs, leurs principes, les principes qui avaient été clairement fixés à l'époque jusqu'à Jacques Chirac. Cette dérive est, je crois, en plus extrêmement dangereuse pour l'équilibre de notre vie politique, parce que derrière ces propositions qui ont l'air de bonne volonté, il y a en fait une faiblesse de conviction sur l'importance de l'état de droit. Et très mine de rien, nous sommes en train d'évoluer de la démocratie libérale à la démocratie illibérale, qui est celle pratiquée par quelqu'un comme Viktor Orban. Vous pensez qu'on y est? Non, mais je pense que nous sommes dans cette dérive-là. Vous pensez qu'on est en train de basculer vers une démocratie illibérale? Vous citez les Républicains, il y a chez les Républicains un certain nombre de grands admirateurs de Viktor Orban. Je pense que les digues sont en train de sauter, et je pense que sur le plan de la réflexion stratégique, compte tenu du sentiment d'impuissance qui existe, un certain nombre de responsables politiques ont le sentiment, y compris à droite, qu'il n'y a pas d'autre solution que de monter encore d'un cran, quitte à carrément passer du côté des extrêmes. Bélir, je te voyais réagir pendant cette intervention. Je pensais à toi, Fabrice, qui me disait que c'était encore un homme de droite, a priori, tout en reconnaissant que tu avais raison, naturellement, sur les faits que tu as très justement rappelés. Mais cette critique, c'est la critique d'un homme profondément libéral et démocrate, libéral au sens politique, c'est-à-dire attaché aux valeurs de liberté individuelle, de liberté politique. Et on n'entend pas ce type de discours à droite, et on ne l'entend pas de manière aussi forte, parfois à gauche. Donc on a incontestablement un animal politique très intéressant parce qu'il construit une forme d'hybridité qui pourrait répondre à une attente aujourd'hui, à la fois en étant très clair sur les questions d'état de droit, il l'a dit, c'est-à-dire en rappelant que pour être une démocratie digne de ce nom, il fallait respecter certaines valeurs et la place du droit comme source de régulation des rapports sociaux, c'est-à-dire respecter donc nos droits et libertés, notamment et en particulier, et en même temps, encore une fois, tout en incarnant une certaine idée de l'État, mais qui ne céderait pas ou qui ne serait pas réductible à l'idée d'autorité et d'ordre. Et c'est intéressant de souligner dans ce qu'il vient de dire, justement, que lui percevait une dérive du côté des Républicains vers le fait de réduire la République, d'une certaine manière, à l'ordre et à l'autorité. Il ne cède pas à cette tentation. Je trouve ça très intéressant et salutaire, parce que précisément, le mouvement historique qui est le nôtre, encore une fois, dès lors qu'en plus on sort de l'Hexagone et qu'on essaie de prendre un peu de hauteur, c'est bel et bien cette dérive des démocraties qui tournent le dos finalement à ce qui constitue a priori leur fondement. Et puis pour en revenir aux Républicains, quand on voit ce qu'ils deviennent aujourd'hui, derrière la nomination un peu en trompe-l'œil de Michel Barnier à Matignon, il y a eu les 6% aux élections législatives. Valérie Pécresse éliminée du premier tour de la présidentielle 2022 avec 4% de voix. Finalement, est-ce que ce n'est pas une bonne chose pour lui de se distancier de ce mouvement politique ? A priori, sauf qu'en vérité, si... Mais il a besoin de la droite en même temps aussi, parce que c'est une stature de droite. Si cette droite-là, parlementaire classique, est si faible, c'est parce qu'elle a été siphonnée par l'extrême droite. Donc il n'y gagne rien, a priori. Non, je pense que le défi, il est ailleurs. Son défi à lui, c'est d'une certaine manière
incarner une partie de la gauche. Et c'est toute la question. C'est un peu le tabou qui circule, enfin qui est plus ou moins exprimé entre soit des militants, soit les penseurs, soit les activistes. Bref, sur la figure de Villepin, est-il non pas de gauche? La question ne se pose pas en ces termes, et c'est en cela que c'est intéressant aussi. Mais est-ce qu'il peut représenter une alternative viable pour la gauche? Pas de manière monopolistique, encore une fois, mais est-ce qu'il peut représenter quelque chose, une offre intéressante, viable pour une partie de la gauche? C'est une question vraiment que je trouve légitime, mais encore une fois, cela dépend d'abord et avant tout de lui. Est-ce qu'il s'affranchira définitivement d'un corpus néolibéral qui a structuré les programmes économiques et sociaux de cette droite, de sa famille politique traditionnelle? Et deuxième responsabilité, celle des acteurs de la gauche. Comment réagiraient-ils en cas d'annonce d'une candidature de Villepin s'inscrivant dans une démarche d'ouverture vers la gauche? Alors, Dominique de Villepin, en tout cas dans l'esprit d'un grand nombre de personnes, c'est l'homme du non à la guerre, la guerre impérialiste des États-Unis en Irak. Je te propose d'écouter un extrait justement de son fameux discours aux Nations Unies où il expliquait les raisons du refus français de s'engager dans cette guerre en Irak. Dans ce contexte, l'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. L'autorité de notre action repose aujourd'hui sur l'unité de la communauté internationale. Une intervention militaire prématurée remettrait en cause cette unité, ce qui lui enlèverait sa légitimité et, dans la durée, son efficacité. Une telle intervention pourrait avoir des conséquences incalculables pour la stabilité de cette région meurtrie et fragile. Elle renforcerait le sentiment d'injustice, aggraverait les tensions et risquerait d'ouvrir la voie à d'autres conflits. Alors, ce discours et la stature de Dominique de Villepin, c'est l'incarnation d'une France qui voulait s'affranchir de la prépotence américaine. Peut-être, si on veut être provocateur, on dirait tout l'inverse de la diplomatie française actuelle. Oui, puis au-delà, effectivement, de la dimension diplomatique, tu as surtout la représentation de la France qui sait dire non et qui s'inscrit justement dans l'imaginaire gaulliste. La France qui sait dire non au nom de valeurs justes. Le respect du droit international et le respect des peuples en particulier. Donc on n'agresse pas un État en violant sa souveraineté et on ne commet pas de crime contre son peuple, quels que soient les intérêts. Et cette France qui sait dire non au nom de valeurs justes, c'est précisément celle qui s'est éclipsée progressivement. Alors déjà sous Sarkozy, puis avec François Hollande, il faut bien reconnaître qu'on a là une consécration d'une forme de glissement atlantiste sous Emmanuel Macron, qui non seulement ne sait pas dire non, mais soit il acquiesce, soit il opte pour un silence plus ou moins assumé. Et les tergiversations de la France sur finalement le comportement de l'armée israélienne à Gaza en particulier dans les premiers mois de l'intervention israélienne, tout à fait significatif de cette forme de déclassement moral et de cette perte d'aura. Alors que lui, en s'alignant, on a perdu toute spécificité et donc toute capacité à être entendu. Lui le disait dès le 12 octobre que la France, que Israël devait éviter de rentrer dans une vengeance indiscriminée contre les civils à Gaza. Est-ce que finalement c'est cet aspect qui le rend le plus sympathique, ou est-ce le seul aspect finalement qui le rend sympathique aux yeux de la gauche aujourd'hui, c'est cet engagement qu'il a eu depuis le 7 octobre? C'est pas, alors c'est aussi une autorité morale qui s'exprime à un moment
qui ne va pas de soi. Parce que se tenir ce type de discours lorsqu'on est en temps de paix, c'est relativement simple. On n'engage pas beaucoup sa responsabilité et on ne prête pas à la critique. C'est autre chose que de s'engager dans la bataille médiatique, dans la bataille du débat public, lorsque vous êtes minoritaire du point de vue des rapports de force, précisément des forces politiques et médiatiques. Et c'est en cela que lui a réussi à construire finalement son image et qu'il dégage une aura que très peu ont. C'est parce qu'il réussit à incarner finalement quelque chose qui est enfoui dans l'imaginaire français. C'est une force de résistance, l'idée de résister à une puissance soit dominante, soit majoritaire, pour des valeurs ou au nom de valeurs qui sont justes et fondées. Donc c'est son capital symbolique qui fait sa véritable force, mais je pense que ça ne suffira pas politiquement dans un contexte électoral, outre l'idée de devoir constituer une structure, des équipes, etc. Mais comme disait justement le général de Gaulle, la logistique suivra. Mais au-delà, c'est véritablement de savoir comment il parlera aux Français du point de vue de son programme économique et social, qu'est-ce qu'il va leur proposer. Est-ce qu'il sera tout aussi audacieux, justement, dans ce registre-là que ce qu'il peut dire et incarner dans le registre international. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'au regard de son passé, il a pu incarner cette transgression, en tout cas ce volontarisme et cette forme d'audace. Donc, on l'attend. Est-ce qu'à mesure qu'on se rapproche de l'échéance de 2027, est-ce qu'il va constituer une forme d'antagonisme ou de rivalité avec les forces, les appareils politiques du nouveau Front populaire? Parce que si sa popularité est forte au sein des opinions, des électeurs de ces forces, peut-être que les appareils politiques que sont le Parti socialiste, la France insoumise, les communistes, les écologistes aussi, vont le regarder avec un œil un peu méfiant, finalement. Par définition, j'allais dire, faut pas. Notre échange je trouve, est légitime, mais il est relativement idéaliste parce que dès lors qu'on parle de perspective électorale, on a affaire à des logiques d'appareil. Et bien sûr que, a priori, les partis politiques que tu as cités, de LFI jusqu'au Vert, n'ont pas intérêt à voir émerger une telle figure, sauf à l'absorber. Et ce n'est pas du tout, à mon avis, ce qui anime Dominique de Villepin, c'est-à-dire d'intégrer une force politique déjà existante. Il veut incarner une alternative, une offre politique autre, donc il ne s'alignera pas. Il a dit que Lucie Castel lui avait proposé d'être son ministre des Affaires étrangères et qu'il avait décliné l'offre du NFP. Oui, c'est parce qu'il n'est pas dans... Il veut incarner quelque chose en soi. Et bon, je trouve que c'est aussi, en vérité, une limite de sa démarche, mais qui est cohérente par rapport à son logiciel, gaullisme et surtout bonapartisme, croire en soi, dans son étoile et dans le fait que sa propre volonté pouvait changer les choses, changer l'histoire. Mais bon... Une fois si l'on est un peu plus rationnel, on se dit que même lui ne saura pas ou ne pourra pas échapper à une démarche plus collective. Intégrant notamment la réalité des forces politiques existantes qui, elles aussi, ont des projets à défendre et pour le coup, qui parfois défendent des programmes qui lui font défaut, encore une fois, dans les registres qui relèvent du concret, c'est-à-dire finalement de la vie des Français, tout ce qui est économique et social. Merci beaucoup, Bélir, pour ce décryptage donc, de la potentielle future candidature. Il ne l'a pas affirmé de manière claire, mais on suivra effectivement dans les prochains jours, les prochains mois, sa potentielle future candidature. Passons désormais au second sujet de cette chronique.
Alors on parlait de l'engagement de Dominique de Villepin en faveur de Gaza. Il fait partie des rares voix qui ont défendu l'idée qu'on se dirigeait bien vers un génocide. Ces voix ont reçu un appui de taille le 5 décembre dernier avec la parution d'un rapport d'Amnesty International, un rapport qui a été mené au bout d'une longue enquête, une collecte de nombreuses preuves et des analyses juridiques pour en venir à la conclusion qu'Israël commet bien un génocide à Gaza. Ce rapport intitulé « On a l'impression d'être des sous-humains » montre qu'Israël a commis des actes interdits par la Convention sur le génocide dans l'intention spécifique de détruire la population palestinienne de Gaza. On regarde une vidéo d'Amnesty International sur ce sujet. Un génocide, ce qui se passe à Gaza. Un génocide à Gaza, je ne crois pas du tout cela. Un génocide, monsieur, qui est un mensonge d'ailleurs perpétré dans le monde entier. Alors si, c'est bien un génocide qui est en cours à Gaza. On répond à la polémique qui secoue le monde entier au sujet de l'offensive de l'État d'Israël à Gaza. La réponse est claire, c'est un génocide. Maintenant, pourquoi et comment on peut affirmer cela? On vous explique. On enquête depuis le 7 octobre 2023 et notre conclusion repose sur une analyse juridique méticuleuse, des témoignages, des analyses satellites, des vidéos, des déclarations officielles de responsables politiques et bien plus. Pour commencer, qu'est-ce qu'un génocide? Revoyons sa définition juridique, car oui, c'est un terme juridique. Le génocide est défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide comme étant l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Voilà. Un extrait donc de cette vidéo. Dans la suite de la vidéo, Amnesty développe les éléments qui viennent corroborer ces dires. Bélir, la méthode de l'ONG est-elle fiable? Amnesty International est l'une des ONG internationales les plus honorables, les plus respectées, et qui représente une interlocutrice même pour l'essentiel des institutions internationales qui travaillent sur les droits de l'homme, notamment pour ce qui est des organes onusiens. Donc il n'y a pas matière ici à discuter du sérieux d'Amnesty International en général et du sérieux de son rapport en particulier, dans la mesure où finalement il vient s'inscrire dans une série de travaux, dans ceux de l'Organisation des Nations Unies aussi. Exactement, qui défendent la même thèse finalement, qui est de moins en moins une hypothèse, mais véritablement une thèse, suivant laquelle effectivement ce qui a lieu à Gaza relève du crime de génocide. Ce qui est extraordinaire en même temps, encore une fois, c'est ce contraste entre d'un côté le fait que de plus en plus d'institutions officielles et d'ONG internationales aboutissent à la même conclusion, à savoir l'existence d'un génocide en cours, et de l'autre, au contraire, le fait que ce fait exceptionnel soit de plus en plus étouffé médiatiquement. Et politiquement aussi. Et politiquement. Et je pense même que les deux sont liés. À un moment donné, je pense qu'il faut cesser d'être naïf, comme j'ai pu l'être, et penser qu'il y a une véritable volonté alors non seulement de relativiser ce qui se passe, mais carrément d'étouffer les faits, le quotidien et l'événement historique qui a lieu à Gaza. La question étant de savoir pourquoi. Le pourquoi, encore une fois, est peut-être le plus dérangeant presque. Parce que le fait d'étouffer, de ne pas informer, c'est une nouvelle atteinte à notre idéal démocratique. Mais par contre, les ressorts, qu'est-ce qui fait que l'essentiel des médias mainstream, finalement ne suivent plus et ne diffusent plus ni les informations, ni les images provenant de Gaza? Je ne m'explique pas cela si ce n'est par précisément une volonté à la fois de mettre à distance ces faits et de considérer que finalement les Palestiniens, comme d'autres ailleurs, ne sont pas des humains de nature équivalente ou d'autres humains appartenant à la famille occidentale, tout simplement. C'est aussi primaire que cela, j'en ai bien peur. Ça s'est exprimé de la même manière que Amnesty International a fait un gros travail sur
pour dénombrer toutes les déclarations officielles de responsables israéliens pour démontrer qu'il y a une intention génocidaire. On pourrait également procéder à un travail aboutissant du côté des médias mainstream à démontrer une volonté précisément d'étouffer et de relativiser ce qui se passe à Gaza. Il y a eu du négationnisme, on le voit au début de cette vidéo, mais des propos pires que cela ont été tenus, négationnistes et même carrément qui allaient dans le sens de l'apologie de ce crime de génocide. Est-ce qu'aujourd'hui, la CIJ, qui est la seule donc à pouvoir trancher sur cette qualification, doit être saisie, doit s'auto-saisir? Comment la procédure se passe-t-elle? Non, mais la Cour internationale de justice a déjà été saisie par l'Afrique du Sud et comme tu le sais, elle a dû rendre en urgence une première décision qui n'était pas définitive, où précisément pour que le génocide n'ait pas lieu, cette décision, cette ordonnance a déjà plus d'1 an, a considéré qu'il y avait un risque plausible de génocide déjà. Et que pour l'éviter, il fallait qu'Israël respecte une série de mesures à appliquer, notamment lever le blocus, permettre donc l'accès d'une aide humanitaire consistante, arrêter de bombarder les bâtiments civils et de détruire les infrastructures nécessaires à une vie, à des conditions de vie de base, donc l'accès à l'eau, à l'électricité, etc. Aucune de ces mesures conservatoires n'a été respectée par l'armée israélienne. Et c'est en cela qu'effectivement, du caractère plausible ou du risque, on a glissé progressivement vers le caractère avéré du génocide tel qu'il est démontré dans les rapports officiels successifs publiés mois après mois désormais, avec en plus le regard d'historiens, y compris d'historiens juifs israéliens spécialistes de la Shoah, qui, au regard de leurs travaux et d'un travail d'analogie, c'est-à-dire de comparaison, considèrent, notamment du côté d'Omer Bartov, qu'il y a à Gaza effectivement une entreprise génocidaire qui prend forme. Et en dépit, vous voyez, tu vois, du fait que ce dossier ne cesse de s'amplifier, de gagner en consistance, on a l'effet inverse du point de vue de la publicité, c'est-à-dire du fait qu'on parle de cet événement, comme si au contraire, plus c'était avéré, moins il fallait en parler. Tu vois, et là, ça devient intéressant au sens où ça devient extrêmement problématique, comme si finalement le fait de faire face au réel était en soi problématique. Je rappelle qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été émis par la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Aujourd'hui, la position de la France, notamment, pose encore plus question. Au lendemain de la sortie de ce rapport, le porte-parole du Quai d'Orsay, l'ancien porte-parole, dit dans un point presse que la France prend note du rapport d'Amnesty International qualifiant de génocide ce qui se passe à Gaza et que la France laisse soin à la CIJ de statuer. Est-ce que ce n'est pas un peu lâche cette prise de position, n'analysant pas le fond des éléments fournis par Amnesty, mais se défaussant en disant on attend la CIJ? Oui, tu as raison sur le fait qu'effectivement, le travail d'Amnesty est tellement consistant qu'il méritait autre chose qu'une conclusion lapidaire. En même temps, en tant qu'État, le réflexe, effectivement, consiste à non pas fonder sa position sur les conclusions d'un rapport d'une ONG internationale, aussi sérieuse soit-elle, mais sur une décision, sur la décision soit d'une institution officielle, soit de l'organe juridictionnel compétent pour trancher ce type de questions, sachant que la décision définitive de la CIJ ne sera rendue que dans quelques années. Donc c'est assez effectivement confortable pour les chancelleries occidentales de renvoyer à la CIJ aujourd'hui, même si, encore une fois, ça peut s'expliquer
expliqué du point de vue voilà, des mécanismes qui animent les discours diplomatiques. Mais ce qu'on peut souligner, c'est qu'en dépit voilà, de toutes ces conclusions qui s'imposent à nous aujourd'hui, il y a la passivité. Hein, parce qu'en fait, tu l'as rappelé, il y a une convention sur le génocide, c'est une convention sur la prévention du génocide. C'est-à-dire qu'en fait, les États n'ont pas à attendre que l'acte génocidaire soit commis. Oui. Il faut éviter qu'il soit commis. Et là aussi, la force est de constater à la fois la passivité, voire le soutien à l'armée israélienne du côté alors des États-Unis, puisque à aucun moment, finalement, le soutien militaire en armes, ces armes qui, aujourd'hui encore, bombardent et tuent à Gaza, n'a été remis en cause par l'administration Biden, qui est censée être une administration démocrate et donc, offrir une alternative au trumpisme, au néoconservatisme, etc. On voit bien que ce type de schéma binaire n'existe pas aux États-Unis. Il y a un bloc monolithique pro-israélien qui a démontré toute sa force et toute son efficacité, avec un coût qui ne se mesurera qu'avec le temps, notamment le fait que la crédibilité de la parole occidentale en matière de droit international et de respect des droits de l'homme ne vaut plus rien. Alors, dans la foulée de tout cela, on apprend aujourd'hui qu'une nouvelle plainte contre un soldat franco-israélien pour exaction à Gaza, une nouvelle plainte a été déposée. Est-ce qu'il faut recenser et juger ces personnes qui vont sur le front israélien, combattre aux côtés d'Israël, une nation qui est déjà sous le coup d'une procédure auprès de la CIJ, dont le Premier ministre est poursuivi par la CPI. Des Français qui iraient combattre sur le terrain doivent-ils être poursuivis en France ? Il le faut pas parce qu'il s'agit de franco-israéliens, il le faut parce qu'on est un État de droit et que le fait pour un national de commettre des crimes internationaux en dehors donc, de notre propre territoire est susceptible d'être poursuivi par notre propre justice. Et donc, il y a là une forme de logique qui procède de notre État de droit, qui donc permet cette possibilité et qu'il convient effectivement de réaliser au nom, cette fois-ci, non pas seulement du formalisme et des procédures existantes dans notre pays, mais au nom de l'idéal aussi de justice. Parce que sinon, quelle serait la réalité finalement ? Ce serait celle, finalement, non seulement d'une forme d'impunité, mais surtout, je dirais plus concrètement, et c'est vraiment une question que je me pose, c'est celle de la coexistence dans notre propre société. Comment imaginer qu'on puisse... du jour au lendemain, décider de rejoindre une armée, d'y commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, un crime de génocide, puis revenir sur le territoire national, et reprendre sa vie comme si de rien n'était. Franchement, c'est quelque chose que je trouve relativement inconcevable au regard d'une certaine idée de la justice et même au regard de notre propre cohésion nationale. Eh bien, merci beaucoup, Bélir.